La réalité dépasse la fiction, notamment dans l'histoire du magot. Parce qu'on ne peut pas imaginer deux mondes aussi aux antipodes l'un de l'autre. Un magot? Comment ça, un magot? Quel magot? Deux mondes aux antipodes? Mais de quel monde s'agit-il? La voix que vous venez d'entendre avant la mienne, bien sûr, c'est celle de Patricia Touranchot, une journaliste à la verve, gouailleuse, une enquêtrice du genre fouineuse, chef de la rubrique police, banditisme et faits divers à Libé pendant 29 ans, histoire de vous la situer. Une sacrée pépée qui côtoyait tout autant les flics que les voyous. L'histoire que Patricia Touranchot s'apprête à nous raconter, c'est celle du trésor que le gang des postiches, braqueurs de banque des années 80, avait amassé pendant 5 ans. Un sacré foutu magot tombé entre de très vilaines mains. Les histoires de 28 minutes. Le magot, c'est le récit croisé entre deux grandes affaires françaises qui se sont télescopées et dont j'ai trouvé le lien entre ces histoires, ces grands faits divers qui n'avaient rien à voir a priori l'un avec l'autre. D'un côté, le prédateur, pédophile et tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. De l'autre, le gang des postiches, qui est une équipe de braqueurs des années 80 qui ont multiplié les hold-up de banque déguisés et qui avaient enterré une partie de leur butin dans un cimetière en banlieue parisienne. Michel Fourniret, en prison, donc a rencontré un codétenu. Il s'est retrouvé dans la cellule d'un type qui était un voyou politisé breton qui avait appris où se trouvait la cachette de ce stock d'or dans le cimetière et qui avait envoyé sa femme, Farida Amish, avec Fourniret, qui avait été libéré entre-temps, pour déterrer ce trésor et le déplacer. En échange de quoi son ex-codétenu Michel Fourniret récupérait une commission de 500 000 francs en pièces d'or. Tout s'est noué dans une cellule à Fleury-Mérogis où ont cohabité par hasard Michel Fourniret et Jean-Pierre Elgoire, qui va perdre sa femme Farida, tuée par Fourniret. Ils ont cohabité 1 mois en cellule. Fourniret, qui apparaissait aux yeux de Farida et du voyou breton comme un brave type, en fait, qui avait eu un accident de parcours et qui avait commis juste un attentat à la pudeur dans la région de Versailles, enfin, croyait le breton, va empapaouter tout le monde. Enfin, Michel Fourniret va gruger et trucider Farida pour récupérer tout le stock d'or. Et ensuite, il va jouer la comédie. Il va jouer la comédie auprès du breton Elgoarge, qui était son ami en prison, qu'il avait même protégé contre d'autres braqueurs. Et ce Fourniret, qui en fait était à l'époque un agresseur sexuel d'adolescentes, va enlever, violer, limite torturer des petites filles avec la complicité de sa femme Monique Olivier. Là, son deuxième crime avéré, en tout cas, c'est contre Farida Amish, la femme du détenu Elgoarge, pour piquer ce magot. Les Fourniret vont
échanger les pièces, les lingots chez des numismates en Belgique, enterre cet argent, couve ces pièces d'or, mais ils chérissent plus ces pièces d'or qu'ils appellent leurs petits, en plus, que leur enfant Selim, qui est né en septembre 88, et auquel d'ailleurs ils ont donné pour parrain El Gouarch, le mari de Farida, le type dont ils viennent de tuer la femme. Ils vont acheter un château, quoi, un château digne de Barbe Bleue, où on va retrouver en 2004, bien plus tard, donc 15 ans plus tard, on retrouvera les corps de deux petites filles enterrées à côté du château. Les Fourniret se sont achetés des camionnettes à bord desquelles ils enlevaient les gamines, et ils se sont achetés des appartements. Enfin voilà, ils ont vécu 15 années de carrière criminelle sur cet or. Jean-Pierre El Gouarch qui va débouler l'improviste à un moment donné chez les Fourniret parce qu'il a un doute sur eux par rapport à la disparition de sa femme Farida. Il les voit, mais dans la dèche, officiellement, ils sont dans la dèche. Leur château, ils l'ont pourtant déjà acheté, mais ils habitent dans une bicoque à Floing où il n'y a rien, et où Fourniret va même lui demander de lui couper les cheveux parce qu'il n'a pas un rond, soi-disant, pour aller chez le coiffeur, où El Gouarch va dormir dans une caravane au fond du jardin, et dire après, mais j'ai eu l'impression que c'était les Thénardier avec leurs gosses, des pauvres, des vrais pauvres. Vu que le mari de Farida, la victime, donc Jean-Pierre El Gouarch, le voyou breton politisé, avait des accointances avec le groupe armé Action Directe du début des années 80, l'hypothèse en vogue voulait que ce stock d'or constituait peut-être le trésor de guerre d'Action Directe. Il se trouve que je connais 2 personnes d'Action Directe ou liées à la mouvance, dont une vieille dame qui s'appelle Eliette Bess, que je suis allée voir, et pour lui demander comment Action Directe gérait le pognon, quoi. Est-ce qu'ils enterraient de l'argent comme ça dans les cimetières et tout? Et elle m'a juré que non, elle m'a expliqué. Ces explications m'ont convaincue. À nouveau, mon intuition que ce que Fourniret avait volé, c'était peut-être le magot des postiches, c'est imposé à moi. Enfin, je me suis dit, maintenant, tu vérifies. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à vérifier tout ça. Au début, il s'agit d'une simple intuition, mais j'ose même pas y croire. Je me dis, mais t'es folle, ma vieille, tu délires, tu mélanges 2 histoires, tu viens de finir ton livre sur les postiches, t'es obsédée par les postiches, maintenant, sois un peu sérieuse, là, tu t'occupes de Fourniret, ça n'a rien à voir. Ces bandits-là assez ingénieux, qui, dans les années 80, quand même, ont fait marrer la France. Hein. Franchement, les braquages des postiches, au départ, tout le monde les avait à la bonne. Hein. Même le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, avant qu'il se fâche en 84 et qu'il décide de mettre le paquet pour arrêter ces types. Cette équipe déguisée, là, en rabbin, en vieux monsieur, en commandant de bord d'Air France, en diplomate russe, enfin... Ces types-là, en fait, faisaient des trucs, mais très, très spectaculaires. Et puis, quand même, cette intuition me taraude et m'empêche de dormir. Et donc, au bout de 2 semaines, après donc les aveux de la femme de Fourniret sur les crimes de son mari et ce magot qu'ils avaient piqué, je me dis, mais il faut vraiment vérifier, quoi.
j'ai appris par un policier de la PJ de Versailles que je connais bien que Jean-Pierre Elgouarche, donc le veuf de Farida Amiche, avait déclaré récemment dans un PV que il avait appris l'existence de ce stock d'or en mars 88 par un codétenu italien qui s'était évadé de la prison de Rebibbia à Rome en 86 et qui devait être extradé en Italie. Et là, quand le flic me lit à toute vitesse, pour pas que je puisse noter dans les détails ce procès-verbal, je ne lui dis rien, mais moi je jubile parce que des détenus italiens évadés de la prison de Rome en hélicoptère en 86, il n'y en a qu'un, et c'était un type qui s'appelait Esposito, qui s'était évadé en hélicoptère avec André Belaïch, le cerveau du gang des postiches. Les postiches, eux, ils savaient qu'ils avaient perdu une partie de leur butin qui était enterré dans un cimetière à Fontenay-en-Parisis, dans le Val d'Oise, mais ils ne savaient pas du tout par qui, à tel point qu'ils se sont soupçonnés même les uns les autres. Ça a mis une sale ambiance, parce qu'ils n'étaient pas 36 pour enterrer ce magot. Et du coup, ils se sont soupçonnés entre eux. On a d'un côté ce monde atroce, vraiment, c'est très glauque, très noir, le parcours des Fourniret. Et de l'autre, on a un monde de braqueurs qui volent pour de l'argent. Voilà, il n'y a rien de sexuel, ils volent, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'agression. Et puis, les banques pour avoir du fric, parce que c'était des enfants pauvres. Comment imaginer que ces deux mondes-là vont se télescoper à ce point? Parce que en prison, tout le monde cohabite. Voilà, il y a des pointeurs, les violeurs, ils sont appelés comme ça. Il y a des braqueurs, il y a des pédophiles, il y a des petits délinquants, il y a des trafiquants de stupes, il y a de tout en prison. C'est le lieu de rencontre quand même de plusieurs mondes. Mais là, les deux mondes des Fourniret et des postiches vont se percuter en dehors de la prison. Ça, un scénariste, même les auteurs de polars aussi excellents soient-ils, auraient du mal à raconter, à imaginer cette histoire, parce que c'est inimaginable. Et pourtant, c'est arrivé. Les histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arteradio.com.